J'aurais envie de vous dire à toutes les trois pour lancer le débat, mais tu l'as fait un petit peu, Caroline, à la fin de ta présentation. C'est un sujet extrêmement complexe, à des niveaux très très variables, et j'ai envie de dire comment mettre en œuvre une organisation démocratique différente pour que ces questions de priorisation soient discutées plus largement, au regard du niveau de complexité et de la difficulté de ces questions-là. C'est une vraie question. Alors, ce que tu as dit sur la santé communautaire me semble parfaitement pertinent, et on sait très bien qu'en France, on est très en retard, et que en termes de santé publique et de santé publique au niveau communautaire, on est très 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 en retard. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront d'accord avec toi. Mais aux autres niveaux, c'est des questions vraiment compliquées. Donc j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous imagineriez à chacun de votre niveau pour améliorer cette discussion ouverte sur les questions de priorisation? Je vous laisse la parole à qui le veut. C'est une question très facile. Notre silence en dit long. Non, mais je pense que… Alors, moi, je trouve que ça pose plusieurs questions. La première, déjà, c'est d'accepter l'idée qu'on en débatte. Et je pense que c'est déjà une première étape. Et les discussions qu'il y a eu ce matin et quelque part même les difficultés qu'il y a de la place ou non de l'évaluation médico-économique à l'HAS, la difficile reconnaissance des critères, etc., nous dit qu'en fait, on n'est pas tant que ça à l'aise pour débattre des difficultés que l'on a à débattre des critères. Et je pense que, alors c'est pas un sujet facile, mais je pense qu'un petit peu de reconnaissance du problème et des divers critères qui pourraient être mobilisés aiderait sans doute déjà au débat et éviterait qu'il n'y ait que de l'implicite, de l'habitude, des stéréotypes qui viennent. Quand je parle de stéréotypes, je parle aussi de stéréotypes sur l'acceptabilité de certaines mesures. Alors, tu as évoqué le problème des salles de shoot et des seringues, mais par exemple, moi, je suis actuellement en train de faire une expérimentation sur le fait de faire donner des bons cadeaux à des femmes enceintes pour qu'elles arrêtent de fumer. Alors clairement, ça a été considéré comme immoral au départ. Bon, je sais pas, la taxation semblait plus morale chez des femmes extrêmement pauvres, des gens en difficulté. Alors, déjà, en tant qu'économiste, quand on s'intéresse au bien-être total de la personne, on se dit, mais mettre quelqu'un dans la pauvreté parce qu'il n'arrive pas à arrêter à fumer, est-ce que ça, c'est vraiment moral aussi? Donc, voilà, la question, simplement, si je prends cet exemple-là, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on trouve immoral? Et ensuite, il y avait toute une question de ce ne sera pas accepté par les soignants. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est de voir à quel point les sages-femmes de tabacologie, en fait, étaient contentes de participer à cet expé. Pourquoi? Parce que ça leur donnait un nouvel instrument face à un public très difficile. Sur lequel finalement oui, les recettes habituelles ne fonctionnaient pas et donc pourquoi pas, et si ça marchait tant mieux. Bon, alors après pour une généralisation évidemment, et d'ailleurs on a posé des questions, des enquêtes d'acceptabilité en population générale qui n'ont pas montré aussi un refus catégorique de cette idée, d'autant que c'était à destination de femmes en généralement pauvres, modestes et en grande difficulté par ailleurs. Et donc finalement, là je parle aussi de ce que moralement, d'un point de vue éthique, on peut apprendre, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des critères ou des décisions qui sont prises parce que l'on pense que c'est ce que veulent les gens, ce qu'ils trouvent acceptable, et je pense que finalement, on ne leur demande pas trop leur avis. Alors, je ne sais pas s'il faut se faire guider absolument la décision par uniquement ce qui pourrait être voté, mais peut-être qu'on peut aussi interroger nos citoyens. Je veux bien dire quelques mots, si vous voulez. Alors, faire participer les citoyens, et en particulier, je pense au Parlement, enfin aux assemblées élues, parce qu'il me semble que c'est, je veux dire, des personnes qui devraient avoir voix au chapitre. Je pense qu'il serait intéressant en amont de se demander déjà ce qu'on doit consacrer à la santé et ce qu'on doit consacrer à d'autres politiques publiques ou sociales dans le but d'améliorer la santé. Alors je sais bien qu'on a un débat sur l'ONDAM, mais cet arbitrage entre
où je peux placer 1 euro pour améliorer la santé? Est-ce que c'est dans les minima sociaux ou est-ce que c'est encore dans le système de santé pour avoir un bénéfice marginal, peut-être minimal sur ce qu'on accepte dans le panier de soins? C'est une question qu'on ne se pose jamais. Je ne suis pas en train de suggérer qu'on mesure tout à l'aune de la santé ou de l'allongement de la vie et que ce soit le critère unique pour la définition de toutes les politiques publiques, mais je pense que se rendre compte de ce qu'on fait euh, au niveau de la santé, dans les autres politiques, dans l'environnement aussi d'ailleurs, dans la nutrition, quand on s'adresse ou pas aux industriels. Enfin, il y a un certain nombre de politiques dans lesquelles on peut agir sur la santé sans forcément que ça passe par un abondement du système de santé. Ensuite, au niveau de l'ONDAM, et quand on le répartit et quand on décide quelles incitations on met en place pour que les médecins s'installent dans des zones où on n'en a pas assez. Enfin, je veux dire, il y a un ensemble de mesures dans le système dont probablement on ne mesure pas assez l'impact en termes d'impact sur la santé. C'est pas seulement parce que la définition des stratégies de santé, je veux dire, il y a des milliers de stratégies de santé, des milliers d'actes médicaux, des milliers de biens médicaux et des milliers de combinaisons de tous ces actes médicaux pour produire des impacts à la santé. Donc c'est un peu illusoire de se dire qu'on peut tout définir ou qu'on peut tout évaluer, quelle que soit d'ailleurs la méthode d'évaluation. Donc c'est important qu'on se concentre sur des aspects qui sont extrêmement prometteurs en termes de résultats. Je suis désolée, je reviens encore en résultats, et en particulier de réduction des inégalités de santé, parce que dans des pays avec une espérance de vie comme la nôtre, l'amélioration de l'état de santé, c'est l'amélioration de l'état de santé des personnes les plus défavorisées. Enfin, ça me paraît être un calcul totalement, comment dire, basique. Donc quels sont les processus par lesquels on peut obtenir cette amélioration? Je pense que c'est des questions auxquelles on peut essayer de résoudre. Alors en partie, effectivement, en revoyant les priorités et en évaluant les politiques de santé, y compris devant les parlementaires et voilà. Merci Valérie pour cet éclairage auquel je souscris complètement. Je ne sais pas si Caroline souhaiterait également réagir. Caroline, il faut que tu mettes ton micro. Je pense que tu as coupé ton micro. Ça va mieux marcher. Effectivement, alors, la démocratie dans sa dimension représentative, mais c'est le cas pour la santé, c'est le cas dans beaucoup d'autres domaines, montre aujourd'hui, montre quand même pas mal de ses limites. On voit par exemple sur cette question des inégalités sociales de santé, la faible représentativité sociale, sans d'ailleurs du tout discuter de la légitimité de leur élection, mais de l'Assemblée nationale, ferait que si on interroge même le Parlement dans son ensemble sur les priorités de santé, on risque de tomber assez loin, et souvent on tombe assez loin de ce qui serait le plus efficace pour réduire les inégalités de santé. Malgré tout, il y a quand même des choses qui commencent à se mettre en place, qui type les CPTS, des choses extrêmement locales pour essayer justement de discuter ces priorités de soins. Et moi, j'ai plus de croyance dans cette façon un peu impressionniste d'associer les patients et les populations concernées à l'ensemble des échelons que
sur les mécanismes de la démocratie représentative, mais va se poser une question, mais qui est déjà celle qui se pose aux associations d'usagers, alors que la France a l'un des mouvements patients quand même les plus dynamiques, c'est la question du financement. On sait aujourd'hui que les associations de patients, vous trouverez personne pour dire que ça n'a pas d'intérêt, vous trouverez personne pour dire que ça n'est pas utile et ça n'apporte pas chaque fois qu'ils sont sollicités. Et pourtant, à part des exceptions comme aide où nous on fait du dépistage qui nous permet d'avoir accès à des financements publics ou ce genre de choses, la plupart des associations de patients n'ont comme seul horizon de bailleurs les industriels du médicament et du secteur de la santé. Donc, je pense que l'envie des citoyens, l'envie des patients d'être plus impliqués sur cette question de la santé, elle ne fait pas beaucoup de doute. On manque un peu d'imagination pour que ce temps et cette nécessité d'accumuler de l'expertise, évidemment, c'est pas en lisant 3 comptes Twitter qu'un citoyen peut s'exprimer de façon pertinente au sein d'un comité d'éthique d'un essai clinique. Il faut des personnes qui soient formées, accompagnées. Et pour l'instant, on a quand même un système qui ne crée pas les conditions pour avoir cette parole des usagers, sauf dans quelques exceptions. Et je dois dire que je vois pas de piste très très rassurante pour la suite sur ce terrain-là. Merci. La difficulté des associations de patients est aussi qu'elles sont pour beaucoup très spécifiques à certaines pathologies. Et donc, moi, je trouve que c'est un intérêt évidemment important de les écouter. Mais alors peut-être à part France Asso Santé, mais pour s'associer à une discussion générale sur finalement le bon niveau des dépenses de santé et les bonnes priorisations dans l'ensemble du système, c'est très problématique puisque évidemment chacun plaidera pour sa pathologie et à juste titre parce qu'elle est grave et embêtante. Mais malheureusement, c'est le choix tragique qui est donné. Alors, si je vois certains mots qui sont donnés dans le chat, eh ben effectivement, c'est toute la difficulté des comparaisons. Alors certaines toutes petites limites d'utilisation du QALY ne sont. Voilà, on peut vraiment se demander si ça a un sens de comparer les QALY interpathologies ou pas. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes instruments pour faire des arbitrages entre pathos? J'entends moi toutes ces difficultés et puis il y a des dimensions de la vie qu'on n'a aujourd'hui pas l'habitude de valoriser. Par exemple, la question de la valeur de la privation de la liberté que nous subissons tous depuis un an, on ne sait pas la donner. On a pu quantifier la perte de produit intérieur brut. On ne sait pas encore à ce jour valoriser vraiment bien la perte de capital humain des jeunes et des étudiants. Les difficultés qu'ils auront sur le long terme d'intégration sur le marché du travail. Alors, Marc nous disait qu'ils récupéreront sans doute ce matin une position sur le marché du travail, mais on sait aussi que être sorti de l'université en période de crise économique majeure a des retentissements à très long terme, par exemple. Donc, on voit bien tout de même qu'il y a des fardeaux qui sont difficiles à quantifier et donc qui rendent les arbitrages extrêmement difficiles. Et donc, du coup, les arbitrages qu'on pourrait faire dans le système pour avoir des LIDREA en assurance en cas de problème plus récurrent. Merci. Peut-être que Paul-Loup, Clémence, vous souhaitez donner la parole au chat, si j'ose dire. Oui, effectivement. Alors, en fait, ce chat, cette fois-ci, est un peu différent des autres. Il y a assez peu de questions, plutôt des commentaires visant à finalement souligner l'accord de chacun avec ce qui a été mentionné. Donc, il y a eu des remarques assez pointues sur le niveau minimum de différence en QALY. Il y a des choses voilà, qui vont dans le sens de tout ce que les uns et les autres vous avez évoqué. Peut-être est-ce que moi j'ai des questions, peut-être je pense qu'on a pas mal de questions tous les uns les autres à l'intention de Caroline sur cette question de la mise en œuvre d'une priorisation au niveau de la santé communautaire. Est-ce que, parce que ça c'est quelque chose qui est finalement peu proposé en France, on peut discuter.
Nous, on s'appuie souvent quand on cherche à s'inspirer aux techniques un peu, par exemple, britanniques, avec le NICE, le Citizen Council, les valeurs seuil, l'établissement de valeurs sociales permettant de prioriser. Je voudrais aussi juste peut-être rappeler, parce que finalement, on n'a pas du tout fait qu'en fait, les économistes, on a quand même développé, il y a énormément d'outils qui permettent d'implémenter ces priorités. Ça, il faut peut-être le rappeler, parce que du coup, on a considéré que c'était connu. Donc, par exemple, Marc Flurbet, ce matin, a présenté l'outil revenu équivalent, qui permet, en fait, très concrètement, finalement, d'aller évaluer ce que Sylvie, tout à l'heure, Caroline, là, évoque au sujet des inégalités sociales de santé. Donc, on a des outils en tant qu'économiste pour dire, voilà, si l'objectif, c'est réduire les inégalités, voilà, quelles sont les stratégies efficientes. Et du coup, ces outils, voilà, ils peuvent être utilisés, y compris à des niveaux assez opérationnels. Il y a quelques éléments qui restent à stabiliser, mais je veux dire, scientifiquement, c'est pas impossible. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la question plutôt de comment on arrive à faire expliciter ces priorités et comment est-ce qu'on arrive à fonder cette légitimité d'un objectif d'efficience, d'optimisation des ressources, jusqu'à combien, la valeur de la vie par rapport au reste, tout ça. Donc, c'est cette question du schéma de l'explicitation des priorités. Et donc, voilà. Donc, du coup, ma question, pardonnez-moi, Caroline, c'est comment est-ce que cette priorisation au niveau de la santé communautaire pourrait être faite concrètement, par exemple, là, dans un contexte comme le nôtre? Est-ce que vous avez dit, c'est pas forcément en donnant comme réponse, on veut plus de moyens, mais c'est par exemple à moyen égal. Quelles sont les priorités pour les patients, pour les gens concernés? Est-ce que ça voudrait dire avoir des sortes de budgets par pathologie, ce qui là serait une approche complètement différente de l'Ondam qu'on a actuellement? Voilà, comment est-ce qu'on peut articuler ça aujourd'hui dans notre système à nous? Alors, c'est pas une question facile. Alors, alors, on se rappelle, tout bêtement, le conseil scientifique a réclamé des représentants des patients et de la société civile très vite. Et du coup, il n'y a qu'une seule personne, Marie-Alette Grard, j'écorche peut-être son nom, de ATD Carmonde, qui a été intégrée au conseil scientifique. Mais imaginons un conseil scientifique dans lequel il y aurait eu une personne âgée ou un parent d'élève. Il est quand même tout à fait probable, malgré la volonté des membres du conseil scientifique de prendre ces intérêts en compte, que les avis du conseil scientifique auraient eu une autre tonalité. Je prends un exemple, la seule présence des représentants, des patients de la société civile dans certaines instances, ça a été montré avec les instances qui décident du prix en Irlande sur de l'hémophilie, que le fait d'avoir des représentants de patients, leur simple présence modifiait les conditions les conditions et les résultats. Donc, la première mesure assez simple, c'est de mettre ces représentants à tous les étages. Ensuite, il y a un enjeu, et ça, avec la lutte contre le VIH, on l'a bien vu, c'est un enjeu de formation. C'est-à-dire, il faut des gens à qui on donne les moyens de comprendre et qu'on arme pour faire la liaison entre leur savoir profane, à la limite leur expérience individuelle de parents d'élèves, leur lien avec la communauté des parents d'élèves et la question médicale auquel ils sont soumis. Est-ce que dans ces cas-là, alors ça a été beaucoup raillé, moi je dois dire que c'est arrivé beaucoup trop tard, mais l'idée du comité tiré au sort
Si c'était une idée qui était du comité citoyen tiré au sort, un peu sur le modèle de la Convention climat, là c'est arrivé, je crois en décembre ou en janvier, un peu tiré du chapeau, un peu artificiellement. Je pense que c'est quelque chose quand même d'intéressant, et on avait vu avec la Convention climat que ça donne autre chose que le Parlement. Et ensuite, peut-être une question essentielle pour moi, c'est des personnes qui sont susceptibles de prendre part à la mise en place de l'action. La santé communautaire, elle marche quand même toujours sur deux jambes. Le fait que la communauté décide quelles sont les priorités et d'un autre côté, soit associée à leur mise en œuvre. La question de la place des non-soignants dans le système de santé est une question qui a été tout à fait absente de la gestion de la crise. On pourrait imaginer que dans plein d'endroits, s'il y avait eu de la formation de non-soignants pour faire de la prévention et pour faire de l'aller vers, on aurait quand même des actions de prévention en direction des quartiers les plus éloignés des institutions qui auraient été tout à fait différentes. C'est un petit peu la limite de juste demander leur avis soit à la société civile, soit aux patients. Je pense que leur proposer de faire des choses et leur proposer d'intervenir en santé, et je pense que le champ de la prévention est vraiment l'endroit où il y a une très très grande place à laisser aux non-soignants, et j'ai presque envie de dire en France, le fait que la prévention soit faible, c'est pas tout à fait une page blanche, mais justement, ça laisse un espace plus large. Je pense que ça change ça change les priorités. Moi, j'ai pas mal, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même pas mal d'espoir que peut-être que le Ségur de la santé publique dans les mois à venir pourrait être un endroit où on reparle de ces questions d'association des citoyens, de priorisation de la prévention, et d'essayer de développer cet engagement des non-soignants pour être les relais d'un certain nombre de messages de santé. Moi, j'ai beaucoup regretté qu'on n'aille pas voir en Afrique de l'Ouest, je pense en Guinée, a été réactivé pour la crise du Covid-19 les réseaux d'acteurs communautaires formés au tracing qui avaient été mis en place pour Ebola, pour faire du tracing Covid-19. A priori, ça a beaucoup mieux marché que notre système centralisé pour l'assurance maladie. Et je pense que prendre part aux actions de santé, ça donne aussi un regard différent sur quelles sont les priorités, et qu'il faut les deux aspects pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Je crois que s'il n'y a pas de demande d'intervention, si Valérie ou Florence ne souhaitent pas intervenir pour conclure, on va peut-être s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de vous écouter. Je pense que ça a été partagé par tout le monde. Et voilà. Et donc, je pense que c'est le temps d'une pause, Clément, c'est bien ça? Je ne me trompe pas? Ou je crois qu'il y a dans le planning, il y a une pause de 10 minutes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc on se retrouve un quart d'heure de pause, on se retrouve à 15h45. Voilà.